Âge d'or et culture aristocratique. La Bretagne et la Normandie se distinguent par une densité exceptionnelle de manoirs et de châteaux à l'époque moderne. Ces édifices témoignent d'une culture aristocratique très vivante, mais aussi de contrastes sociaux au sein de la noblesse bretonne entre le XVIe et le XVIIe siècle. Nous allons d'abord voir les manoirs, nous verrons ensuite les châteaux. Donc les manoirs, une réalité sociale, la plèbe nobiliaire bretonne. La noblesse bretonne des XVIe et XVIIe siècles est particulièrement nombreuse. On estime qu'en 1670, sur 2 millions d'habitants, environ 40 000 personnes appartenaient à la noblesse, soit 2 à 3% de cette population. Cette forte densité atteint son maximum à la fin de l'âge d'or. Dans de nombreuses paroisses rurales, plusieurs familles nobles cohabitent, possédant des habitats spécifiques, les manoirs. Cependant, cette noblesse est souvent pauvre et modeste. Plusieurs facteurs expliquent cela. D'abord, la période connaît un dynamisme démographique important. Ensuite, le droit successoral breton aggrave l'appauvrissement. Le partage noble favorise l'aîné, qui reçoit les 2 tiers des biens, tandis que les cadets se partagent le dernier tiers restant. Ces derniers sont donc privés de ressources, ils doivent travailler, ce qui contraste avec l'idéal nobiliaire. Ainsi, cette noblesse de prestige, plus que de fortune, est celle des manoirs. Deux petits seigneurs vivant à la campagne dans des maisons qui affirment leur statut sans ostentation. 14 000 manoirs bretons. On estime donc à ce chiffre les manoirs qui existaient en Bretagne à l'époque de l'âge d'or. Ils sont principalement construits pour et par la petite et moyenne noblesse. Les régions autour de Tréguier, plus riches et proches des villes épiscopales, montrent une forte densité de ces bâtiments, notamment dans les zones littorales. Ce manoir se situe entre la maison paysanne et le château. C'est un entre-deux. Ses habitants sont des nobles ruraux vivant de leurs terres, mais sans exercer un droit de justice. Ils possèdent des scieuries, c'est-à-dire des seigneuries uniquement foncières. Bien que relativement modestes, ces nobles jouissent d'un statut particulier grâce à l'exemption du fouage, c'est-à-dire de l'impôt. C'est un impôt, un fouage. Les manoirs varient en taille. Forcément, en fonction de la richesse, tu ne vas pas pouvoir te construire un manoir pareil que celui du voisin. Certains atteignent de grandes dimensions, surtout lorsque les familles ont servi les ducs de Bretagne. À l'extérieur, plusieurs éléments manifestent la noblesse. La tour d'escalier à vis, symbole d'aristocratie, la pierre de taille, les fenêtres à meneaux, les lucarnes sculptées et les portes monumentales. Souvent 2 portes, une pour la salle et l'autre pour la cuisine. L'intérieur se compose d'une grande salle servant à la fois aux repas, aux travaux d'aiguille et aux loisirs comme la chasse. La cuisine occupe une place importante, de même que la domesticité. À l'étage, on retrouve une seconde salle et des chambres, tandis que les combles servent à stocker les objets précieux ou à y travailler. Le manoir comprend aussi une métairie, exploitée par un métayer, et une cour pavée, souvent close par une ou plusieurs entrées monumentales. Certains possèdent des éléments défensifs, surtout symboliques, ainsi que des avenues bordées d'arbres, des colombiers ou des chapelles. L'évolution architecturale montre un passage du style gothique à la Renaissance. Les portes deviennent centrales et inspirées des modèles antiques, tandis que la tour, elle, subsiste. L'âge d'or des manoirs se termine toutefois tôt, dès la seconde moitié du XVIIe siècle, avant le déclin économique général de la province. L'introduction du goût classique se traduit par des escaliers à rampe droite et des façades symétriques. En parallèle, de nombreux nobles s'appauvrissent et vendent leurs manoirs, rachetés par des paysans aisés qui les transforment en fermes cossues. La réformation de la noblesse sous Colbert accentue ce déclin. Environ un tiers des familles bretonnes sont reboutées de leur statut. Certains glissent vers la roture.
Nous pouvons maintenant passer au château. À la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, la construction de châteaux connaît un certain essor, bien que celle-ci soit réservée à une noblesse assez restreinte. La frontière entre château et manoir reste floue, mais quelques critères les distinguent. Une réalité sociale, l'émergence d'une noblesse ancienne dite royale. Le château correspond d'abord à la châtellenie, c'est-à-dire une seigneurie dotée de droits de justice. Il se différencie du manoir par sa taille, son ambition architecturale, sa fonction symbolique et parfois par ses fortifications. Le château, pensé pour être vu de loin, adopte des plans réguliers et symétriques, exprimant la puissance de leurs propriétaires. Ils sont associés à une noblesse ancienne et fidèle au roi, issue de lignages qui avaient autrefois servi les ducs de Bretagne. Ces familles trouvent désormais un nouveau champ d'ambition au service du pouvoir royal, tandis que les grands lignages traditionnels déclinent, comme les Rohan, les Rieux, Laval ou Penthièvre. Quelques exemples illustrent cette élite. Le château de Bienassi, à Erquy, bâti par Gilles de Visedeloup, proche d'Henri IV, c'est une récompense de sa fidélité pendant la guerre de la Ligue. Le château du Rocher-Portail, construit par Gilles Ruellan, un riche fermier des impôts anoblis en 1604, et fait chevalier de l'ordre de Saint-Michel. Ses terres sont érigées en baronnie et il se marie ses filles à la grande noblesse de l'Ouest. Le château est en plan en U, avec une chapelle intégrée et une symétrie qui traduit son prestige. L'anoblissement par les offices royaux se généralise dès 1532, avec la création d'institutions comme le Parlement de Bretagne en 1554, la Chambre des comptes ou la chancellerie. Ces familles profitent durablement de leur proximité avec le roi. Certaines expriment leur ascension dans la pierre et l'art funéraire. La famille Bourgneuf, orfèvre devenu président du Parlement, obtient en 1660 un portrait gravé et une statue funéraire en bronze symbole de leur rang. D'autres, comme Tanoirn, conseillers du Parlement, sont représentés en chevaliers sur leur tombeau, affirmant leur identité militaire. Ensuite, 1570-1670, un siècle riche en châteaux. Selon un historien de l'art, Mussat, la période 1570-1670 est particulièrement riche et novatrice. Les châteaux deviennent de véritables demeures plus que des forteresses, même si les éléments défensifs perdurent jusqu'à la fin de la guerre de la Ligue. À la demande du roi, de nombreuses forteresses sont démilitarisées. Au XVIIe, par exemple la tour de Cesson. Les créneaux et tours subsistent, mais uniquement dans l'esthétique. Les modèles de la Renaissance, marqués par des colonnes corinthiennes, ioniques et doriennes, sont intégrés tout en conservant une touche de tradition défensive. Enfin, novation et tradition, le château de Kerjan. Construit entre 1560 et 1590 par la famille Barbier. Le château de Kerjan illustre parfaitement la synthèse entre modernité et tradition. Cette noblesse ancienne s'élève socialement grâce à l'achat de charges parlementaires et ecclésiastiques. Louis XIII érige les lettres de Kerjan en marquisat, récompensant leur ascension. Le château se distingue par ses innovations architecturales. Symétrie du plan, galeries et terrasses, puis centrale dans la cour et une entrée inspirée du château d'Aneth. Pourtant, certaines dispositions médiévales persistent, montrant que la transition stylistique reste progressive. Après 1670, les châteaux de la fin de l'Ancien Régime évolueront encore, marquant la fin d'un cycle architectural et souvent ouvert par cet âge d'or aristocratique breton.